Akawe, akapitoe, akane. Akanuye, akatie, akatu, hakatu te hae. Hakatu te henua e nana. Comme toutes les naissances, elles naissent d'une belle histoire, d'une belle rencontre entre un homme et une femme. Oatea et Atanua. Ils vivent tous les deux dans l'océan originel, Te Tainui Ahau. Ils décidèrent un jour de vouloir vivre autrement, dans une maison. Alors, ils invoquent les puissances divines. Akawae, akapitoe, akanai, akanuie, akaitie, akatu, akatu, te hae. Alors les dieux leur donnèrent 2 piliers, en marquisien ou wapou. Sur ces 2 piliers, ils placèrent une longue poutre maîtresse. Hivaoa. S'ajouta une charpente, Nukuhiva, et pour recouvrir cette charpente, une toiture, Fatuiva. Ils font appel à un petit oiseau, le moho, Mohotani, qui va chanter pour annoncer le lever du jour, l'aurore en marquisien Tahuata. Alors ils vont ramasser toutes les branches éparses et toute la poussière, mettre tout ça dans un trou, la réserve sacrée, Wahuka. C'est le matin. Eyao, waptihe, watu, tehenua enana. Voici enfin que s'élève la terre des hommes. C'est un archipel lointain, en Polynésie française, à 1700 km de Tahiti. Perdu au beau milieu de l'océan Pacifique, isolé de tout continent alentour par des milliers de kilomètres. Des îles de lave, parmi les plus reculées de la planète. Les Marquises. Berceau d'une civilisation singulière, une culture riche où jadis les hommes vivaient en harmonie avec la nature. Depuis plusieurs années, une association, Motuaka, se bat pour que l'archipel soit reconnu au niveau international. Elle est à l'initiative de son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Motuaka a recensé les sites les plus emblématiques de l'archipel. Nous allons découvrir ces sites en compagnie des passionnés qui veulent en protéger l'authenticité. C'est avec Pascal Erel Atuuku, un colosse au verbe haut, le directeur de Motuaka, que notre histoire commence. Comme dans la légende, sur l'île de Wapo, les piliers de la maison originelle. Le lien que j'ai avec cette vallée, c'est les montagnes auxquelles j'appartiens. Cette vallée, elle a une particularité, c'est qu'elle regroupe l'ensemble des pics de l'île de Wapo. Inscrire un site au patrimoine mondial, c'est y trouver une valeur patrimoniale exceptionnelle. Et sur l'ensemble de l'archipel de la Terre des Hommes, l'île de Wapo se dégage avec sa géologie, sa géomorphologie vraiment à nul autre pareil. Ça a aussi une valeur culturelle très forte. C'est souvent quelque chose que l'on ne divise pas. Nature et culture, c'est intrinsèquement lié. Et donc la valeur culturelle que revêt ces pics, ce sont tout simplement des gardiens, des gardiens du temps ancien. C'est une montagne qui m'apporte de la force, mais aussi me canalise. C'est pas juste une puissance tellurique qui nous arrive, c'est aussi quelque chose qui m'apaise. Le lieu en lui-même, être à la base du pic, avoir son dos collé contre lui,
Hein, tout à l'heure, je lançais l'idée qu'on l'entend battre son cœur. Ben, c'est un lieu qui est complètement apaisant. La culture, elle est aussi dans la vie quotidienne de tous les jours. Ici, lorsqu'on va chez quelqu'un, on mange encore du fruit d'arbre à pain pilonné. Lorsqu'on prépare du poisson séché, on va préparer du poisson qui voilà, va macérer pendant 24 heures, on va le laisser sécher. Donc tout ça, pour moi, c'est du culturel. À partir du moment où il y a de l'humain, il y a forcément du culturel. Motuhaka, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait beaucoup d'inventaires. Hein, inventaires sur la langue, inventaires sur les chants, sur les danses. Et à un moment de son histoire, elle a voulu le partager entre frères marquisiens. C'est comme ça que le Matava'a a été créé. Le premier festival, hein, c'est sa traduction, on va dire, des arts traditionnels des Marquises, c'est en 1987. Tous les 4 ans, le Matava'a est l'occasion pour la population de toutes les îles des Marquises de se réunir comme elle pouvait le faire avant l'arrivée des navigateurs européens. Un moment d'échange, le Kohika, une immense fête, un retour aux origines du monde marquisien. Et Motuhaka a aussi permis de lancer le dossier d'inscription au patrimoine mondial, faire reconnaître notre patrimoine, nos patrimoines hein, naturels, culturels. De plus en plus de Marquisiens sont attentifs à leur patrimoine et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que provoque en fait l'inscription au patrimoine mondial. Ce qui est intéressant, c'est pas tant l'obtention du label, ça l'est hein, bien sûr, mais c'est aussi tout le travail, tout le chemin qui mène à cette reconnaissance internationale. Et ça, je dirais, c'est même beaucoup plus fort que juste le label. C'est pas qu'une belle histoire, c'est un héritage. Tuana te tainu ia hau. Tana oa e. Tana oa nu. Tana oa nu ia hau. Tututo oa e. He tiu he me taki tō ahu. Haka hua i te tiu i te awhai uta. We wau ho. Tau he nua nui e tana o. Tana oa e tu au kaki e. Hui. Tanawa e tu au kaki, hui! Tanawa e tu au kaki, hui, hui, huia! Plus à l'est, dans la baie d'Akamui, les piliers de Wapo revêtent un nouveau visage. C'est ici, dans sa vallée, que Toti Teki Eupoko a choisi de nous parler de la naissance de l'association dont il est un des 3 fondateurs, Motuhaka. Tato. Revenir ici à Hakamui, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est une vallée qui a toujours remué en moi mes tripes parce que là, historiquement parlant, il y a tout un pan de notre histoire, du vécu de nos parents, de mes grands-parents
qui ont vécu ici, qui ont travaillé, qui ont œuvré dans cette vallée. Motuhaka a été créé en 1978 par des personnes conscientes de la disparition du patrimoine culturel marquisien. Nous étions 3 enseignants de l'île de Huapo à nous inquiéter du devenir du patrimoine culturel marquisien. Il était question d'introduire la langue tahitienne dans toutes les écoles de Polynésie française. Et cela nous a fait rebondir. Pour pouvoir être entendu, il fallait créer une association. Motuhaka Otehenua Enana, l'Assemblée des Marquisiens de la Terre des Hommes. Quels étaient les objectifs de l'association? La sauvegarde, la transmission et la pérennisation donc, de tout ce qui était recueilli auprès des anciens afin de les transmettre aux jeunes. Et en 40 ans, le travail n'est pas terminé, il faut continuer. C'est un message fort que je voudrais adresser à la jeunesse, c'est que ne perdez pas votre identité, gardez-la. Et vous avez un patrimoine très riche, aussi bien culturel que naturel, lié à la terre, lié à la mer. En suivant la côte vers le sud, le petit village de Akatao. Ben Teki Tutoa, membre fondateur de Motuhaka lui aussi, organise chaque mois un repas préparé par les enfants du village. La préparation du repas pour la communauté est une manière de transmettre aux enfants les valeurs traditionnelles du partage marquisien. Mais c'est aussi pour qu'ils apprennent à profiter au mieux des formidables ressources que peut leur offrir l'océan. Ce village, c'est mon premier amour de mon enfance. Et puisque c'est ici que j'ai appris à parler, à marcher, à nager, surtout à nager, parce qu'on raconte dans ce village, les enfants nagent d'abord avant de marcher. Et c'est exact. Nous étions nombreux dans le village. Il y a une 60aine d'années, on pouvait compter jusqu'à presque 70 enfants. Et il y a beaucoup d'animations. Comme vous voyez, la communauté de la vallée de Akatao est rassemblée pour préparer des activités sur la transmission des savoirs à nos enfants. Dans le cadre du programme Palima 2, pour la création d'une aire marine protégée aux Marquises, Motuhaka a missionné une jeune anthropologue, Lucille. Elle partage le quotidien des villageois afin de dresser un état des lieux des ressources marines et en gérer durablement l'exploitation. En fait, ce qui est ressorti, c'était qu'il y avait divers patrimoines. Selon les catégories de l'UNESCO, il y avait le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel et des paysages. Et le plus important, c'était le patrimoine immatériel. Et au sein de ce patrimoine immatériel, le plus important, en nombre, c'était ce qui était lié à la pêche. Et donc moi, je viens et je reprends tout ce patrimoine qui a été énoncé dans la vallée et j'essaye de voir avec les habitants ce qu'on pourrait faire. Par exemple, les pointes de pêche. Nos jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus ces pointes de pêche. Et il y a moins d'adultes maintenant dans le village et c'est le moment pour eux de transmettre ça aux jeunes, à nos enfants. Qu'est-ce que l'association Motuhaka a fait? Toutes les informations que les adultes ont dit à la première réunion, ils les ont mis par écrit. Et nous sommes heureux. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de mettre par écrit. Les jeunes adultes, ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre ces techniques de pêche. Le moyen d'aller pêcher n'a pas changé. C'est toujours la pirogue. Et d'année en année, nos forêts se vidaient d'arbres géants, puisqu'on s'en servait pour confectionner nos pirogues. S'il y a 30 familles dans le village, il faut tailler presque tous les 5 ans, 6 ans, 30 pirogues, puisque la pirogue est une des plus grandes richesses des familles dans nos vallées. Il y a une vingtaine d'années, le plastique arrive, donc par les pirogues de course. Et petit à petit, nos tailleurs de pirogues se sont intéressés à ce matériel nouveau, matériaux nouveaux, etc. Le moyen de pêcher
est traditionnelle, mais la pirogue a changé. Et en même temps, ça nous a permis de sauver nos arbres. Maintenant, les arbres ils peuvent grandir, grossir en hauteur, en largeur. On n'a plus à s'inquiéter. Donc nos forêts vont revivre de nouveau. L'invasion du monde moderne a fait perdre aux Marquisiens leurs repères culturels. La transmission des coutumes anciennes est indispensable aujourd'hui pour qu'ils retrouvent l'harmonie qu'ils entretenaient jadis avec la nature. Moi, je crains, j'ai peur, parce que nos enfants, ils vivent à Tahiti maintenant, mais s'ils ne reviennent pas, ils perdent un peu la culture. Après, ils nous appellent pour dire comment on chante ce chant marquisien, comment on prépare le kaku. Alors, c'est le fruit à pain cueilli 2 jours avant, bien à point, bien mûr, qu'on cuit au feu de braise. Et une fois cuit, ben, on épluche et puis on pose sur un hoaka. Et avec le pilon, ben, on écrase jusqu'à obtenir une pâte bien molle comme un genre de purée. Et qu'on mélange avec le lait de coco, ben, c'est le kaku. Dans le dossier UNESCO, l'importance du dossier aux Marquises, c'est l'immensité de l'océan qui nous entoure, extraordinaire. Et cet océan qui a été finalement dévoilé au monde comme très très riche aux Marquises. C'est comme si nous étions un oasis en plein désert. Cette découverte va nous amener des gens de l'extérieur, peut-être en tant que touristes, visiteurs, qui s'intéresseraient à nous et qui va être lié à notre développement économique. Donc ce sera la mer, et non pas par la pêche, mais par la curiosité, par la richesse de notre faune, qu'on pouvait tirer profit de cette belle situation que nous avons remarquée. Maintenant qu'on a identifié tous ces éléments, comment est-ce qu'on peut créer une gestion collective dans la vallée de Hakatao? Presque partout aux îles Marquises, il y a cette diminution de notre alimentation marine, mais il y avait une croyance qui disait Dieu pourvoira pour nous. Pourquoi protéger? Pourquoi faire quelque chose? Puisque c'est la nature, c'est Dieu qui régule ça. Et il faut savoir qu'ici, c'est une vallée qui est très croyante, qui est la seule vallée de l'île où ils sont exclusivement catholiques. Donc le poids de la religion catholique est fort. Mais si on ne fait pas attention, Dieu ne sera plus là pour nous protéger. Donc on va se protéger nous-mêmes. Nous sommes maîtres de nous-mêmes. Donc on a sensibilisé sur la création de cette aire marine, protégée. Ce qu'on m'explique beaucoup ici, c'est que avant la pêche était une activité vivrière. Les congélateurs n'existaient pas ici. Et donc on ne pouvait pas stocker le poisson. La pêche, c'est quelque chose qu'on mangeait quotidiennement. Mais au sein de la famille, ils partageaient le poisson avec leurs amis. C'était une activité très communautaire. Et avec l'arrivée des congélateurs, ils ont pu stocker le poisson. Et donc s'est développée une pêche marchande. Parce qu'ils vendent et que c'est devenu un moyen de subsistance. À la première réunion du Motua, quand on soulevait un peu ce problème, enfin, ils se rendaient compte qu'il y avait moins de coquillages, moins de crabes. Et ils ont émis un peu le vœu de vouloir réglementer. Est-ce qu'on protège une espèce? C'est-à-dire qu'on fait une réglementation. Par exemple, les mamas, qui sont des coquillages. En français, on appelle ça le chiton. Ou la langouste, ou le rouget, un petit poisson qui est pêché communément ici. Est-ce qu'on ferme un espace et plus personne n'a le droit d'y aller pêcher? Mais dans ce cas, il faut que les pêcheurs discutent entre eux parce qu'ils ont peut-être des coins de pêche différents. Pourquoi on était rattaché à Hakatao? Parce que c'est une population qui a le sens de la vie communautaire. Donc c'est idéal pour nous que la population de ce village participe
à cette expérience, à mettre en place cet observatoire de l'aire marine protégée. Depuis plusieurs années, de nombreux sites archéologiques ressurgissent des forêts où ils étaient enfouis, voués à l'oubli. C'est le cas des vestiges de Maoya, une ville entière exhumée de la végétation en 2007 par le maire de Wapo, Joseph Kaya, ancien ministre de la Culture de Polynésie française. Mes ancêtres sont de cette tribu de Tabaka. Et c'est un plaisir de venir vous montrer ce que mes ancêtres nous ont laissé. Ce patrimoine, ces empreintes de leur travail, de leur culture, de leur vie. Ils sont partis. Donc j'ai un sentiment un peu de tristesse quand je vois tout ce patrimoine qui est là, qui dort. C'est un lieu de regroupement, c'est un lieu de fête, c'est un lieu d'événement. Également un lieu qui est habité, qui regroupe toute la tribu des hauteurs de ce village de Hohol. Dans mon enfance, dans ma tribu, rarement j'ai mis les pieds sur ce site. Je posais la question pourquoi. J'ai eu l'impression que nos parents ne voulait pas trop sur le tapu, sur le mana qui régnait, qui existait, qui planait déjà dans le village, sur des lieux cultuels, sur des lieux de rassemblement, ne voulait pas trop que les enfants y accèdent, y viennent jouer. Le mana, ça ne s'explique pas. Ça se ressent. Quand on rentre à l'intérieur de la nature, ou des empreintes de pas, ou les voix entendues, tout comme le bruit du vent, il y a 200 ans, il y a 300 ans, on sent. Le mana, ça se sent, ça ne se voit pas. Les chiffres que nous ont laissés les missionnaires, également les premiers Européens qui ont touché l'archipel des Marquises, certains parlent de 60 000, de 80 000, de 120 000 habitants à l'époque, donc il y a moins de 500 ans. Et ce qui est malheureux, c'est qu'au début du XXe siècle, on est passé de 160 000 habitants à 2 000 habitants pour l'ensemble de l'archipel des Marquises. Donc c'était un peuple qui était voué à sa disparition, dévasté par des maladies portées par vous qui venez de l'extérieur. Donc ces navigateurs étrangers qui sont arrivés aux Marquises, qui ont amené des maladies, également des nouvelles pratiques, de la boisson, de l'alcool, en plus des maladies. Ce n'est qu'en 2006 que je suis rentré sur le site et de me dire « Oh, quel dommage ! Quel dommage si les missionnaires ont fait peur à nos grands-parents, à nos parents de dire que n'allez plus dans ces lieux, n'allez plus dans ces espaces cultuels, parce que vous êtes liés au paganisme. Il vaut mieux vous rassembler dans une église pour louer le Dieu céleste. La première chose qui est dominante quand on arrive dans un village, vu d'en haut, c'est une chapelle, c'est une église. Les plateformes, les sites culturels sont oubliés dans la nature, mais en même temps, je dirais, protégés. L'archipel des Marquises a sa propre culture. Il y a certainement des choses qui sont similaires par rapport à ce vaste océan du Pacifique dont fait partie l'archipel des Marquises,
Mais lorsque l'archipel a été touché par les premiers navigateurs, donc ils ont pu constater une forme de personnalité des habitants de l'archipel des Marquises, et qui est reconnu aujourd'hui comme un archipel qui a sa propre langue, qui a son art, au travers du tatouage, au travers également de l'artisanat, qui s'est beaucoup développé et démarqué par rapport à tout le reste du Pacifique. L'inscription à l'UNESCO, c'est la meilleure façon de faire reconnaître à l'échelle internationale, aux yeux du monde entier, qu'il y a un peuple, qu'il y a un archipel quelque part. Comme nos dieux Watea et Atanua dans la création de l'archipel des Marquises, de dire que nous existons. Au sud de Wapo, l'île d'Ivaoa, la poutre faîtière de la Terre des Hommes. Ici, le tourisme s'est développé dans le respect des traditions. Gauguin et Brel y avaient élu domicile, et l'on y trouve 2 sites archéologiques parmi les plus importants de Polynésie. Koubarsinas est natif de la vallée de Tahaoa, qui abrite le site d'Upeke, où l'on compte plus de 1000 paipai. Ces constructions de pierre emblématiques des Marquises servaient jadis de base aux habitations traditionnelles. Sur cette place publique avaient lieu de nombreuses festivités, comme des cérémonies ou des danses. C'est un site qui est un des plus grands de la Polynésie. Il a à peu près 7 hectares. Je vis à Tahiti. Et dès que je reviens ici, c'est quasiment le premier endroit où je reviens pour me ressourcer, pour me reconnecter à ma culture, à ma vie, à la vie des ancêtres. Ça m'évoque mon appartenance, d'abord mon identité. Voilà. Mon identité, c'est vraiment le mot, mes racines. Quand je regarde ce site, j'essaie de visualiser comment c'était avant, comment on vivait ici. J'ai demandé justement aux anciens qui sont encore vivants de nous montrer voilà, quelle est la signification de ce site. Parce que c'est important, à un moment donné de notre vie, on se pose beaucoup de questions. Sur cette pierre, donc on voit à plusieurs emplacements des trous qui ont été creusés pour avoir justement différentes sonorités. Et donc c'est une pierre qui donne certains signaux aux gens qui sont présents sur le site. Je n'ai pas eu la chance de lui demander encore la signification exacte de cette pierre, mais c'est quelque chose que je veux savoir, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc si aujourd'hui les anciens ne nous apprennent pas justement toutes ces traditions, toutes ces histoires, à un moment donné, plus personne ne pourra raconter. Et je fais partie voilà, de cette jeunesse qui a pris conscience. Ko'u développe les villages d'accueil, un concept d'immersion touristique au sein des communautés villageoises. Une manière pour les touristes de visiter les îles au plus près des habitants dans leur vie quotidienne. Il faut vivre en immersion dans les familles pour vraiment le ressentir, de voir la vie quotidienne des gens. Et donc le projet, c'est de faciliter l'organisation du voyage en référençant, on va dire, les bonnes personnes, les passionnés. Il y a des gens qui font de l'artisanat,
du tatouage, des copraculteurs, des apiculteurs, des agriculteurs, et de permettre à ces voyageurs d'être dans les familles, de vivre en immersion, c'est un échange. Voilà, c'est un échange. Il faut parcourir plusieurs heures de route escarpée pour parvenir au plus profond de la vallée de Puamao, sur le site archéologique du Mea Lipona. Au pied du seul piton de la vallée, un site sacré, où se dressent des tikis de pierre géants, les plus grands de Polynésie. Ils sont orientés vers les îles d'Hawaï. Leur regard préfigure la découverte de ce nouveau territoire par les Marquisiens vers l'an 500 de notre ère, le plus grand exploit de navigation jamais accompli par l'homme. Papa Ovoi a passé toute sa vie à proximité des tikis de Puamao. Ils font comme partie de sa famille. Pour lui, les légendes et la réalité se confondent, comme des métaphores du culte de Tiki, le premier homme de la tradition marquisienne. J'ai été maire de Puamao de 1963 à 2001. Quand je suis arrivé ici, la première fois, j'étais enfant. C'était comme une forêt. Il y avait des grands cocotiers partout. Si tu te retournes sur ta droite, il y a un tiki la tête en bas, en mémoire d'un guerrier qui s'est fait enterrer vivant après une défaite. Je vais te donner les noms des grands tikis dont je me souviens. Takai, Tawat Pepe, Manuyota. Ce sont les dieux qui ont cassé les tikis, parce qu'ils étaient très en colère contre les Blancs qui avaient emporté Takai au loin sur un bateau. C'est ce que j'ai entendu. Une tempête s'est levée. Le bateau a coulé et le tiki est revenu tout seul à sa place. Alors seulement, la mer s'est calmée. Accessible uniquement par la mer, après 4 heures de navigation, Fatouiva, la toiture. Toute proche du tropique du Capricorne, c'est l'île la plus méridionale de l'archipel, la porte d'entrée des Marquises pour les voiliers qui suivent les alizés depuis les Galapagos. La baie des Vierges est un site unique, totalement enclavé dans un relief impressionnant, d'à-pics vertigineux. Léonie Camia a enseigné de nombreuses années dans le petit village d'Anavave, en contrebas des colonnes de pierre qui ont rendu la baie célèbre dans le monde entier. Cette baie qui est tellement connue dans le monde, la baie des Vierges, normalement c'est son vrai nom. Et bon, à l'arrivée des missionnaires, pour changer un peu l'appellation de cette baie, ils ont ajouté un « i » qui est devenu la baie des Vierges, qui n'est pas si mal que ça aussi. Fatouiva, c'est l'île Jardin, la plus humide des Marquises. Les traditions liées à la nature y sont encore très présentes, comme la fabrication des onguents et des couronnes de fleurs. Le bouquet, par exemple, que Solange Tiaio prépare quotidiennement. C'est une coutume locale, une technique élaborée pour qu'un parfum unique s'exhale tout au long de la journée autour de celui ou celle qui la porte. Je vais préparer le bouquet de Umuhei. Je commence par couper l'ananas. Ensuite, je les enfile sur une bande de tapa imprégnée de curcuma. Tout d'abord, elle prépare une base de pulpe d'ananas qu'elle va enfiler sur des cordelettes végétales
enduites de curcuma. Puis, les saupoudrant de santal, elle va les mêler aux racines de vétiver et aux pétales de ylang-ylang. Le basilic, la menthe et le fenouil vont ensuite s'ajouter au pandanus et aux fleurs de tiare. Et maintenant, je rajoute cette fleur. Depuis toujours, on utilise le bouquet pour sentir bon. Dans la rivière voisine, Léonie va utiliser ce bouquet avec de l'huile de coco dans un onguent parfumé, le panieka. Si je peux retracer un peu l'histoire de ce massage de bien-être et de parfum. Il y a beaucoup de parfums qui a été mélangé à du coco râpé. Et ce n'est pas n'importe quel coco. C'est un coco germé où il y a moins d'eau. Donc il y a plus d'huile concentrée dans ce coco. Donc ce coco a été râpé, qui a été mélangé avec du curcuma et du basilic, du ylang-ylang, et d'autres plantes encore comme de la menthe et d'autres plantes encore qui servaient de soins pour la peau. Alors c'est ça qui fait que les femmes d'avant, avant de prendre une bonne douche, elles se mettaient ça dans les cheveux et sur le corps pour un moment, et puis il restait un petit peu avec ce parfum sur la peau. Et pour que ça pénètre bien à l'intérieur, tout ça, pour avoir toujours une peau douce, c'est devenu presque un rite. Parce qu'il faut que la femme attire. C'est lié au bouquet d'amour. C'est lié à ça. Parce que c'est ça, en fait, qui va arriver à la préparation du bouquet. Il faut d'abord passer par là. C'est une façon justement pour la femme de se préparer pour rencontrer son amoureux. À Fatouiva, le savoir-faire et la richesse naturelle des forêts ont fait la renommée du tapa, une étoffe végétale qui a été inscrite au classement du patrimoine de l'UNESCO. C'est un tissu d'écorce qui était utilisé autrefois dans tout le Pacifique comme vêtement. Le tapa est obtenu par la technique de l'écorce battue. On la sépare de la branche, puis elle est ensuite martelée avec un battoir en bois de fer, le haito. Elle est écrasée, puis repliée à plusieurs reprises. Elle perd ainsi de son épaisseur, gagnant en surface et en souplesse pour enfin sécher au soleil. L'étoffe végétale ainsi obtenue est ensuite décorée avec les mêmes motifs qu'on utilise pour le tatouage. Un graphisme particulier aux marquises, qu'on appelle patutiki. Des symboles qui répètent à l'infini l'image du dieu Tiki, le premier homme, le dieu à forme humaine. Tiki revêt plusieurs visages et peut incarner plusieurs dieux polynésiens, plus particulièrement le dieu Tu, le dieu de la guerre. Sa tête représente la puissance, ses yeux le savoir et le pouvoir surnaturel. Sa bouche défie l'adversaire comme sa posture, qui est celle du haka, la danse guerrière présente dans tout le Pacifique.
Tout à fait au nord de l'archipel, Nuku'iva, la plus grande île des Marquises. C'est la charpente de la maison légendaire. Des vallées grandioses, bordées d'une végétation luxuriante. La crête des montagnes abrite un écosystème fragile et unique, remarquable pour l'UNESCO, la forêt de nuages. Teki Uhukena, tatoueur traditionnel, arpente les vallées de Nuku'iva depuis des années à la recherche de pétroglyphes, les expressions graphiques polynésiennes les plus mystérieuses. Ce sont des gravures rupestres en bas-relief sculptées dans la pierre qui représentent plusieurs familles de dessins identifiables, comme ceux du site du rocher tortue de Kamouïé. Donc là, on trouve des enanes, qu'on peut littéralement dire aussi en marquisien des tiki. Parce que tiki est le premier homme aussi aux marquises, donc chaque homme est tiki. Et le fait de les graver, on dit ha'atiki, faire les tiks. Voilà. Ou ketutiki, c'est-à-dire cisailler le tik. Ces pétroglyphes ont la forme de cette graphie qu'on retrouve dans le tatouage. On a la faune marine où on retrouve donc des poissons. Ces types de tatouages, on peut le retrouver sur les tatouages de bras. On a des tortues, honu, ou aussi on peut dire kea. Il y a même aussi, là on le voit pas très bien, mais il y a quelques formes humaines aussi, hein, les enanes. Donc en fait, c'est comme si on avait patuitiki, la pierre, hein, tatouer la pierre. On retrouve plusieurs regards qu'on appelle les mata. Matatiki, le regard de tiki. Hein. Et en fait, on a donc les regards ici avec la bouche, plusieurs. En marquisien, l'aube de l'œil, en fait, on dit eipumata, le motif du hippu, qui représente en fait comment dire, les calebasses, cette forme, cette coquille qui peut représenter aussi cette voûte céleste. Mais cette forme a aussi la forme du tapa que les femmes en fait aux temps anciens et qui se pratique encore à Fatuiva. Quand elles tapent le tapa à la fin, quand elles terminent par le toeohina, qui veut dire en fait le vagin de hina. C'est un motif très important, c'est un symbole, comment dire, qui peut représenter justement la matrice pour la naissance de la vie de toute chose. Et donc en fait ces symboles qu'on retrouve dans les pétroglyphes, on le retrouve dans la sculpture bien sûr, sur tous les supports bois, et on retrouve également sur le tatouage, sur le bras des hommes. Le graphisme du patutiki est le plus utilisé actuellement en Polynésie. Mais très peu de personnes en connaissent sa véritable origine et encore moins sa véritable signification. Le sens d'un bon nombre de ces motifs symboliques s'était perdu avec le temps, et la plupart sont restés longtemps mystérieux pour les marquisiens eux-mêmes. On remarque qu'il y a toujours la présence soit du regard de Tiki ou soit son corps. Qu'on retrouve dans les parties claires des motifs. Il y avait certainement un style de tatouage, pour les premiers marquisiens quand ils sont arrivés ici. Et l'image, le visage de Tiki, ses bras et ses jambes, ont commencé à intégrer la gamme des symboles qu'il y a dans le tatouage marquisien. Et c'est ce qui fait la spécificité du patutik. Ce sont des idéogrammes qui représentent des idées ou des symboles qu'il y a dans les croyances anciennes des marquisiens. Ils se tatouaient le corps pour se protéger. Alors on retrouve des motifs comme on peut retrouver sur ma main ici.
on y retrouve en fait justement le corps de Tiki qui est ici, à l'intérieur, il faut regarder en blanc. Ici aussi, on voit son petit corps à ce niveau-là. Il faut imaginer, c'est pas imaginer, mais il faut voir ça comme si en fait on avait sculpté, on avait retiré cette partie-là pour créer par la suite en fait ces symboles qu'on appelle les etua, qui eux-mêmes forment le regard de ce grand visage, hein, où on retrouve encore le corps de Tiki ici. Quand j'ai commencé à me faire tatouer, c'était dans les années 90. À cette époque-là, on ne savait pas trop. Donc on se tatouait en fonction des motifs qu'on avait récupérés de la sculpture sur le corps. Et donc en fait, à cette époque-là, on avait structuré notre corps sans savoir. Alors qu'aujourd'hui, on a un peu plus de recul et on a beaucoup plus étudié. On peut justement disposer sur le corps entier d'un marquisien le tatouage traditionnel, hein, la structure traditionnelle. Et puis Internet est arrivé, où en fait le tatouage marquisien était diffusé dans le monde, mais par contre sous le nom, sous l'identité tahitienne, ou parfois maori aussi. Ce qui m'a dérangé, c'est parce qu'en fait, on ne savait pas d'où ça venait et on ne savait pas qui étaient les auteurs de ces symboles. Ce sont les marquisiens. Et donc c'est à partir de là que j'ai redessiné tous les motifs, les symboles marquisiens, en reprenant les noms en marquisien et la relation de ces symboles avec les légendes. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai écrit ces ouvrages-là. C'est pour qu'en fait remettre l'identité du Patutiki sur ces symboles. Parce que les appeler tatau, c'est vraiment spolier notre héritage culturel. L'île de Nuku'iva devait compter 20 000 habitants, soit un tiers des populations de l'archipel avant l'arrivée des premiers navigateurs étrangers. Le grand ensemble de Kamui et Teipoka, par son immensité, en est une preuve tangible. Aki Kimitete a grandi dans une famille très investie dans le renouveau du patrimoine culturel. Aujourd'hui, elle est guide sur le Tohua d'Ikokua, un site exceptionnel où les Marquisiens pratiquaient jadis le rite le plus sacré des cultes ancestraux, le sacrifice humain. C'est un site très particulier parce que c'est une place publique, mais qui contient aussi une plateforme sacrée, donc qu'on appelle un tu'u. Et ce sont des plateformes où on faisait justement ces rituels de sacrifice. Donc c'est des plateformes qui sont empreintes de beaucoup de mana, donc de pouvoir, l'énergie pour les Polynésiens. C'est ce qu'on appelle un tohua, donc c'est une place en fait où la population se réunit. Donc pas forcément pour faire des danses ou des chants, des choses comme ça, mais vraiment une place où la population peut circuler, donc c'est une place publique. En même temps, c'est un site qui est quand même assez important de par son histoire parce que c'est un des premiers sites en fait qui possède des tombes sur le site. Donc à l'époque, lorsque les missionnaires venaient pour, on va dire, civiliser les Marquisiens, donc pour désacraliser un site, ils avaient décidé en fait de faire ces cérémonies d'enterrement sur les sites. La religion considérait tout ce qui faisait partie de la culture comme étant païenne, comme étant des cultes sauvages. Le fait qu'il y ait eu cette rupture avec la nature, cette rupture avec la culture, je pense que c'est ça aussi qui a accentué le déclin de la population à l'époque, parce qu'ils n'avaient plus de danse, ils n'avaient plus de langue, ils n'avaient plus de tatouage non plus. Et donc, ces peuples-là se sont sentis perdus. Lorsqu'on revient en fait vers le culturel, forcément on revient vers le naturel.
Parce qu'on ne peut pas avoir la culture sans avoir cette notion de respect envers la nature. On a encore cette chance d'avoir une nature qui est préservée au maximum qu'elle pourrait l'être dans notre monde moderne d'aujourd'hui. Ce qui est difficile par rapport à l'UNESCO, c'est qu'on est obligé de choisir juste un ou deux sites, alors qu'en fait, lorsqu'on regarde bien, toutes les îles devraient être représentées à l'UNESCO, parce que chaque île des Marquises a sa spécificité. La légende de la construction des Marquises, pour moi, en fait, c'est cette vision en fait, de lien entre les îles. Parce que justement, lorsqu'on bâtit la maison, donc on bâtit avec plusieurs éléments qu'on assemble. Il ne faut pas regarder au premier degré juste la construction de cette maison, mais vraiment voir en fait ces liens qui nous unissent en tant que peuple. Tehenoa et Nana, donc la terre des hommes, la terre pour l'humanité.